tu l'as bien entendu, on va continuer en français. Pourquoi? Parce qu'on a Alain Chikou et Walid sur notre podcast, ce sont des Bruxellois. Et c'est aussi la façon pour nous de parler en français et juste atteindre un plus grand public, etc. Donc, Alain et Walid, donnez-nous une petite introduction de qui vous êtes, comme ça ils savent qui vous êtes, etc. On vous écoute. Vas-y Walid, tu peux y aller. Ça va, donc moi c'est Walid Sbaï, j'ai 26 ans et je suis ceinture noire sous Cicero Costa à Renaissance. J'ai eu ma ceinture noire il y a maintenant 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça fait 8 ans que je fais du jiu-jitsu brésilien. Ouais, ou bientôt 8 ans, pas encore. Bientôt 8 ans que je fais du jiu-jitsu brésilien. Et depuis que j'ai commencé, j'ai jamais lâché. Donc c'est vraiment, depuis tout ce temps, avec un rythme assez soutenu. Donc voilà. Maintenant, je suis plus porté vers le coaching et le suivi des élèves qu'on entraîne chez nous à Renaissance. Ok. Et en fait, tu as reçu ta ceinture noire il y a 1 an et demi. Ça fait presque Voilà. 8 ans que tu as commencé le JJB. C'est ça. Alors comment tu as fait ça en 6 ans, un truc comme ça, de recevoir ta ceinture noire? Parce que normalement ça prend 10 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Cette question, on l'a déjà beaucoup posée. Ouais. Bah, tu sais, à un moment donné, je m'entraînais jusqu'à 2 fois par jour. Donc, c'était beaucoup de sacrifices, hein, beaucoup de temps passé sur les tatamis. C'est comme quoi il n'y a pas de secret. Le temps est proportionnel. Le temps passé sur le tatami, il est proportionnel à l'évolution. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de secret pour ça. Je vais noter ça, comme ça je vais le savoir pour ma ceinture noire aussi. Et toi alors? Ben, moi c'est Alain Sikou, ça fait aussi depuis 8 ans que je fais du jiu-jitsu. On a reçu notre ceinture noire, moi et Walid, il y a 1 an et demi maintenant. Et voilà, c'est comme d'habitude, chaque semaine on continue à s'entraîner, on lâche rien. Pour ma part, je continue les compétitions. C'est quelque chose que je tiens vraiment. Combattre l'adrénaline quand les gens nous regardent, quand on met notre pas sur le tatami et se dire que ça y est, on s'est préparé pour ça, ça me fait toujours plaisir, c'est toujours le même truc qu'au début. Et voilà, sinon je suis dans le coaching avec Walid, on est sous Cicero Costa, notre académie à nous en Belgique c'est Renaissance Jiu-Jitsu. C'est une grosse académie à Bruxelles où on essaie de développer des bonnes choses, des choses qui vont permettre à Bruxelles et en Belgique de faire évoluer notre sport et surtout de faire un partage avec les autres académies. Donc on n'est pas des gens très fermés, on aime bien apprendre des autres et si on peut nous aussi à notre tour faire apprendre, c'est top pour nous. Oh, cool. Et c'est qui en fait? Parce que toi aussi, vous avez parlé de Cicero Costa. C'est qui ça en fait? Cicero Costa en fait c'est notre professeur, ça depuis maintenant 4-5 ans, même chose. En fait quand on a créé notre académie, on s'est mis directement chez Cicero Costa. Cicero Costa c'est un des meilleurs professeurs au monde, il est dans la top list. C'est quelqu'un qu'on a suivi pas pour son niveau mais plus pour la personne parce qu'il a un niveau exceptionnel en tant que coach, en tant qu'athlète, il a formé des gens super, mais nous c'est plus pour la personne parce que c'est quelqu'un de gentil, il est là, il est compréhensif, il est à l'écoute de ses athlètes, c'est un leader quoi, et il nous permet nous aussi en tant que ceinture noire de se référer, c'est à dire que nous, Cicero Costa, on se réfère à lui dans ses actions, dans la façon de faire, et même nous par rapport à Renaissance, on fait un peu comme lui, donc en gros c'est ça. Et c'est quoi comme lui? Parce que t'as dit qu'il est gentil, mais c'est quoi vraiment? En fait, ça c'est Renaissance. Voilà, en fait, on laisse tout sur le tatami. C'est-à-dire que quand on allait au Brésil, par contre, quand on va à Renaissance, on fait 2 heures, mais pendant les 2 heures qu'on va, on se tue, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va finir en sang, mais ça, c'est notre quotidien. C'est-à-dire qu'on s'entraîne vraiment pour la vie et pour les compétitions. C'est-à-dire que si on s'entraîne dur, on sait que les épreuves qu'on aura plus tard, ça va pas nous choquer autant. Je pense que c'est ça qui est la plus grande force de Renaissance et des athlètes de Renaissance, c'est que nous on s'arrête jamais, en tout cas on essaie parce qu'on est des êtres humains quand même, c'est un peu cette philosophie, c'est-à-dire que on essaye que notre entraînement soit difficile, on le rend entre guillemets exprès difficile pour se sortir de sa zone de confort, et comme ça dans la vie de tous les jours on sait que la vie n'est pas facile, donc on s'oblige aussi à devenir des gens qui ont l'habitude des difficultés. Hustle, tu vois, des vaillants, des battants. Donc ce qu'on fait sur le tatami, on essaie aussi de le transposer dans la vie réelle et d'être
quelqu'un qui sait affronter la vie comme il faut. Ça, c'est notre philosophie à nous. C'est peu importe le niveau que tu as, que tu peux être blanche, ceinture noire. Nous, on veut juste quelqu'un sur le tatami avant d'apprendre la technique, avant d'apprendre la psychomotricité, tous ces trucs-là. On veut quelqu'un qui ait du cœur. Parfois, malheureusement, il y a des gens qui C'est la vont pas. mentalité Voilà. qu'on prône. La mentalité, parfois, elle va pas aller sur tout le monde. Et ça, on est conscient. Il y a des gens qui veulent pas se tuer à l'entraînement. Et ça, on est tout à fait conscient. Maintenant, il y a des gens aussi qui ne connaissent pas leur potentiel. Et nous, on est là pour leur faire révéler leur potentiel. S'ils voient des mecs à gauche, par exemple, ils voient Walid ou ils voient d'autres ceintures noires se massacrer entre eux, ils vont se dire, ça, c'est le jiu-jitsu, ça, c'est la lutte, je vais faire pareil. Maintenant, il y en a des, je comprends, qui sont plus réfractaires, qui vont se dire, non, moi, c'est pas ça pour moi. Et avec eux, on leur adapte un entraînement plus léger, plus sympathique, qui vont permettre qu'on les accompagne. Ouais, on essaie vraiment de répondre à toutes Ouais, les demandes exactement. et de ne pas laisser par exemple un groupe qui veut quelque chose de plus calme, qui soit frustré sur le côté parce qu'il n'a pas ce qu'il demande, ni les compétiteurs qui veulent vraiment y aller à fond, qui soient frustrés parce que c'est pas assez dur pour eux. On essaie vraiment de créer une homogénéité pour que tout le monde soit content. Et surtout, ce qu'on veut, nous, c'est on the mat, no problem, no? C'est le truc où sur le tatami, on veut pas avoir de problème. On veut pas avoir des élèves qui viennent chez nous et qui nous disent j'ai ça, j'ai ça. Dès qu'on vient, on met le step, on rentre, on met le kimono, on oublie tout, aucune excuse, qu'on ait tapé une journée de travail de 14 heures, qu'on soit malade, ça, si. C'est fini. Une fois qu'on est rentré, tout le monde est au même niveau et on s'amuse. Même si parfois l'entraînement n'est pas évident, on finit avec des grosses blessures, des trucs comme ça, ben, c'est ça. Et à la fin, on revient toujours le lendemain pour en demander toujours plus. Donc, c'est notre quotidien. C'est une belle quotidien, c'est une belle vie ça. Moi, j'aime bien cette mentalité parce que moi aussi je fais du sport, je fais de la boxe thaï, je fais de la boxe anglaise, je fais un peu de JJB et j'aime bien cette mentalité d'aller fort parce que c'est vrai, si tu n'as pas l'habitude de hustle dans la vie c'est pareil. C'est pareil. En fait, cette partenariat, comment est-ce que ça a commencé Entre qui C'est Costa. nous deux. Ouais. Ah, bah, c'est tu une sais. autre histoire. Allez, vas-y, Walid. Ah ben, Alan, comment dire. C'était un rival. Donc, Au début, ouais. allez, ouais, on va pas dire vraiment rival, mais. Donc là, comme tu me vois, avant, je faisais 15 kilos de moins. Donc, ouais, facile. Donc, je luttais en moins de 70 kilos. Lui, il a toujours eu le même poids. Depuis qu'il est né, je pense qu'il est né avec ce poids-là. Moi, je suis né à 77. C'est, voilà, 75, allez, dans la catégorie moins de 76. Donc moi, on était ceinture bleue tous les deux. On faisait nos compétitions, on se croisait, on se croisait, mais on se disait pas vraiment, on parlait pas. Voilà, je le connaissais de vue, il me connaissait de vue. Puis moi, à un moment donné, il faut savoir que j'ai eu un parcours où j'ai commencé à la Malicia Team à Bruxelles en 2012. J'ai fait 1 an là-bas, jusqu'à ma ceinture bleue. Ensuite, je suis passé chez Wim de Putter ici à Louvain. Ouais, j'ai fait chez Wim de Putter aussi une grosse année. Je me suis entraîné une grosse année. Puis après, comme je n'étais pas motorisé, etc., j'avais du mal à faire souvent le déplacement. J'ai dû absolument continuer à m'entraîner, mais sur Bruxelles. Et bon, le club référent sur Bruxelles, là où il y avait vraiment du niveau, les compétiteurs étaient jeunes et qu'il y avait du niveau et que ça tournait bien, c'était à l'XTC. Donc là où s'entraînait Alan et plein d'autres personnes qui avaient un bon niveau à l'époque. Donc après, il y avait donc un autre professeur avant, une ceinture noire, un Brésilien, un autre professeur. Donc il ne donnait pas encore cours, il était élève comme tout le monde. Ce professeur, ensuite, donc, quand je suis arrivé dans cette salle, 4-5 mois plus tard, le professeur il a quitté. Et il y a le patron de l'XTC, il est venu chez nous, enfin chez moi, Alan et Abdel à l'époque. Il nous a proposé, voilà, si on voulait reprendre les cours de jiu-jitsu brésilien. Donc, eux, ils étaient violettes, moi j'étais ceinture bleue. Moi, j'étais un peu étonné parce que j'étais encore que ceinture bleue et me demandais un peu. J'avais déjà de l'expérience pour donner cours parce que je donnais souvent cours une fois semaine à droite à gauche. Mais reprendre toute une équipe et tout, c'était quelque chose que j'avais jamais encore fait. Donc après, quand on m'en a parlé, voilà, j'ai dit ouais, pourquoi pas, etc. Et ça a été très vite ensuite. J'ai directement repris ma violette et après, on s'est affilié sous Ciro Costa et
Et ensemble, on a commencé, moi, Alan Abdel, on était vraiment très peu. Donc on était 3 professeurs et je crois peut-être au début il y avait 2-3 élèves. Donc il y avait plus de professeurs que d'élèves. Et maintenant, avec le temps, on se retrouve... On a fini à 40 maintenant. Ouais, on est... 40. Mais le truc le plus On est dur, beaucoup. le truc le plus dur à l'époque, c'est que les gens réalisaient pas, et ce que nous maintenant on réalise toujours pas. Enfin, On était c'est très critiqués parce que on était très était jeunes. surtout. professeurs, jeunes, Ouais. ceinture violette. On était très jeunes. On était Alors à que la 3. mentalité à Bruxelles, Mhm. c'était beaucoup de vieux brésiliens, ceinture noire, ou des vieux, ceinture noire. Mhm. Ils acceptaient pas trop que voilà, un club jiu-jitsu brésilien soit repris par des jeunes violettes. Ils disent ouais, c'est pas normal, etc. Mais on a continué avec le temps et voilà, maintenant on est aussi ceinture noire. On a fait notre petit bonhomme de chemin. En compétition, on a pu aussi se créer un petit palmarès. Et maintenant, on commence à devenir une référence ici à Bruxelles, en Belgique. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que nous, à l'époque, on avait une demande, les gens demandaient de faire un club à Bruxelles qui soit un peu plus compétitif, et nous, on ne savait pas où aller. C'était des très bons clubs à Bruxelles, mais on a décidé de créer notre propre infrastructure. Donc, à partir de là, on était 3. On s'est dit, on était 3 amis. C'est parti, on va se lancer dans l'aventure. On a commencé avec les pages Facebook, les pages Instagram, le marketing. Bref, au début, on galérait. Pendant 1 an, 2 ans, les gens nous tournaient de dos. C'était pas possible d'aller tourner dans les autres clubs. Les gens qui venaient chez nous, généralement, ils venaient tourner une fois, ils revenaient plus. C'est trop dur pour eux. On s'entraînait. Ouais, beaucoup, ils sont venus et ils n'ont pas accroché parce que c'est trop dur pour eux. Nous, on faisait en sorte, à l'époque, on tournait, on essayait de faire une compétition toutes les 3 semaines. On faisait en sorte de se tuer. On finissait les entraînements, on avait mal au doigt, on avait mal aux genoux, on avait mal On partout. le ressentait le lendemain quand on se réveillait, On allait allait à cours. l'école ou au travail. On ressentait qu'on s'était fait rouler dessus la veille. Donc c'était une très bonne Et expérience. on roulait à 3. C'est-à-dire qu'au départ, l'anecdote, on était 3, plus Ariel, on était 4, voire 5 maximum. Avec Mehdi Azarkan, c'est une autre ceinture noire, un ami à nous. On venait, on rentrait sur le tatami, on se disait qui va venir. On voyait sur la fiche des adhérents, aucun adhérent. Donc le propriétaire de la salle nous a donné une chance à l'époque. C'était un gars comme ça, il nous a permis vraiment de nous développer. C'est grâce à lui. Il nous a vraiment donné une bonne chance. Et on regardait le truc, on disait il n'y a toujours pas d'adhérents. Et il nous encourageait, il nous disait les gars, c'est pas grave, je vous donne encore X temps, il n'y a pas de souci, même s'il faut 10 ans. On a commencé, il nous encourageait, et à force, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, on a réussi à créer une infrastructure. On a des gens qui commencent à être professionnels, donc des jeunes ou des moins jeunes, parce qu'on ne s'occupe pas que des gens de 20 ans ou 10 ans, des mecs de 40 ans aussi qui aimeraient bien faire du jiu-jitsu, des avocats, des comptables, un peu des gens qui ont une vie occupée. Ça peut passer. Il y a de tout. Il y a comme de des étudiants qui viennent sortir du secondaire, comme des gens qui ont une carrière professionnelle engagée ou alors super riche et qu'ils ils font ça vraiment pour le plaisir. Donc aujourd'hui, on vise pas que des jeunes qui ont faim, mais vraiment. Mais tous ces gens-là chez nous, ce qui est bizarre, c'est même ils ont tous la même malgré mentalité. leur origine, malgré leur fonction dans la vie, eh bien, ils ont tous la même mentalité. Ouais. C'est on va never give up. Never give Ouais. up. Parce qu'il y a un gars de chez vous que je connais qui était longtemps aussi chez Puter, Naïm, Ouais. par exemple. Ouais. Lui, ça fait déjà un petit temps que je le follow. Et j'ai vu que dès qu'il est venu chez vous, mais j'ai vu ses combats. Je crois que c'était à All Stars que j'ai vu son combat. C'est un truc que vous avez organisé, non? Oui, All Stars. Et là, j'étais impressionné parce qu'il était très Il était nerveux. Ouais, aussi. Non, pas trop nerveux, mais actif dans le combat. Et j'ai bien aimé ça. Et est-ce que vous tous vous combattez comme ça, actifs? Mais en fait, on a plusieurs styles. Par exemple, Walid et moi, on est dans le même. C'est comme un même arbre. On est le même type d'arbre, sauf que on a des différences. Walid, il va être plus posé que moi. Moi, je vais être un peu plus dans le cardio, un peu plus actif, un peu plus aérien. Lui, il va être plus dans la précision, plus dans le contrôle. Et d'autres ceintures noires chez nous, ils vont avoir encore un autre jeu différent. Mais le vrai truc qui nous rassemble, c'est comme dit Walid et moi, c'est le focus sur on lâche pas, on s'entraîne vraiment à fond. Et ça chez nous, c'est ce qu'on aime bien. On s'entraîne pas léger, lourd, ce que tu veux. On s'entraine pas, on va pas vous mentir, on s'entraîne pas 2 fois par jour, on s'entraîne pas 10 fois par semaine, 15 fois par semaine. Aujourd'hui, c'est plus possible. On va dire que la vie fait que c'est plus possible, mais aussi il faut des objectifs, etc. Et tu sais, dans toute progression, que ce soit dans de la boxe ou quoi que ce soit, la progression n'est jamais linéaire. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais exponentielle, sinon il n'y a plus de limite. Il n'y a vraiment plus de limite. Elle est toujours au début
exponentielle, c'est ce que je dis toujours, blanche, bleue, exponentielle, parce que tu apprends beaucoup en peu de temps. Puis après, ça commence à devenir stable. Vers violette, marron, noir, ça devient stable. Tu vois. Que tu t'entraînes 2 fois ou 10 fois par jour, ou 1 fois par jour, ça va pas changer. Ça va peut-être être un peu moins stable, ça va peut-être un peu plus monter, mais au final, la différence ne sera pas flagrante sur du long terme, sur du court terme. Généralement, quand on a des gens qui viennent chez nous, ils cherchent à avoir des entraînements le matin, le soir, l'après-midi. Chez nous, on va trouver officiellement, 4 entraînements. Lundi, mercredi, vendredi. Et dimanche. Officieusement, donc c'est-à-dire à l'intérieur de Renaissance, peut-être que moi... Les samedis aussi, Les samedis, ouais. open mat. Moi et Walid, on va s'entraîner, on va faire des laboratoires, c'est-à-dire qu'on va venir, on va driller, on va lutter, on va prendre d'autres ceintures noires, on va se mettre à 4-5, on va tourner fort pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ou alors on va faire drill pendant 1 heure, il n'y a pas de souci. Mais entre, on va faire des petites préparations. Il faut jamais que le physique, parce que je vois beaucoup de gens dans le jiu-jitsu et chez nous quand ils viennent, ils veulent absolument faire physique. Le physique, vous devez calculer. Entraînement physique, il doit être 2 fois plus petit ou 1/4 que l'entraînement technique. L'entraînement technique, c'est ce qui va nous sauver tout le temps. La force, ça s'enlève avec l'adrénaline en compétition. On a peur, on est content, donc il y a des émotions, donc ça draine le corps. Une fois que ça draine le corps, il y a moins d'énergie. Et c'est là où le cerveau doit interagir et surtout, comme on dit, le cœur, il doit faire en sorte qu'on ait le courage de tout le temps aller, même quand on est fatigué. Ouais, faut pas oublier que quand on s'entraîne en jiu-jitsu brésilien, chez nous on a des horaires 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, 2 heures. La personne qui vient faire du jiu-jitsu brésilien, elle veut faire du jiu-jitsu brésilien. Elle ne veut pas venir faire des pompes, des abdos, des squats, tout ça. Sinon, tu as le mardi, jeudi, si tu veux faire tes pompes, tes abdos, tes squats, courir, tu fais ce que tu veux. Mais on a 2 heures, c'est 2 heures de sol où on apprend vraiment la technique du sol. Puis on a 1 heure pour mettre ça en pratique et faire des sparring. Mais commencer à déjà perdre une demi-heure à faire des pompes, des sauts, ce qu'on veut, je dis pas que c'est mauvais, c'est bien. C'est une façon de s'entraîner. C'est pas le but recherché dans ce qu'on veut, tu vois. Ouais. Mon entraîneur me dit toujours courir, faire des pompages, de la salle, c'est un complémentaire. Ouais, complément, voilà. Si tu fais ça à la maison, tu fais pas ça à la salle. Voilà. Bien sûr. Après, c'est chacun. Nous, on a des athlètes, par contre, ils sont forts physiquement, on les a jamais vu faire une pompe, une traction. D'autres, ils font pousser à la salle, ils sont pas très forts. Maintenant, ça dépend de chaque athlète. Moi, je sais que j'en ai besoin. J'ai besoin d'aller courir, j'ai besoin de faire des box jumps, j'ai besoin d'aller soulever au squat, j'ai besoin de faire des choses comme ça. J'ai besoin d'être un athlète parce que je sais que mon corps va me pousser à faire ça. Il y a des gens, naturellement, ils sont déjà forts. Donc, ça dépend en fait d'un individu à l'autre. D'autres gens ont besoin d'aller courir au lieu d'aller soulever. D'autres gens ont besoin d'aller soulever au lieu d'aller courir, peut-être nager. Ça dépend. Chaque individu est différent. Le corps de chacun est différent. Il réagit par rapport à une diète, par rapport au jeu, au jiu-jitsu. Donc, tout est différent de chaque individu. Il faut juste apprendre à se connaître. Je crois qu'au fil des années, avec le sport, quand on vient vers la ceinture violette marron, on commence petit à petit à se connaître et c'est là où on devient vraiment une arme, on devient vraiment fort. Dès que tu as une ceinture violette, là tu sais comment tu fais et comment En fait, les ceintures violettes dans le jiu-jitsu, ils sont un peu foufous. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils veulent sauter, ils veulent faire des flying, ils ont vu une vidéo sur internet et c'est quasiment les ceintures les plus belles à voir. Quand on les voit, les ceintures violettes, on se dit waouh, ils se mettent des guerres. Parfois, on a l'impression que ça va finir avec des coups de fusil dans le corps. Mais non, mais ils sont un peu foufous. Mais ils apprennent ils se forgent en fait pour la ceinture noire. Et c'est bien d'avoir ce petit côté un peu plus je rentre dedans, je fais une guerre. La ceinture violette, il y a l'avantage, c'est que une bonne ceinture violette, c'est quelqu'un qui, au niveau technique, il connaît plus ou moins, il a une vue globale de tout ce qu'il faut savoir dans toutes les positions. Donc, par contre, ce qui pourrait lui manquer, c'est peut-être le petit degré de précision, ce qui va changer par rapport à une ceinture noire. 2 combats de ceinture violette, si une ceinture violette rate, donc se fait passer la garde, allez, il y a encore moyen, c'est difficile, hein, mais il y a encore moyen de rattraper le coup. Ceinture noire, une fois que tu fais ton erreur, elle se paye cash et voilà, après. Et même au niveau de la précision, on parle même pas de passer la garde, c'est les étapes, des détails qui font qu'il va passer la garde. Tout est calculé. Dans la ceinture violette aussi, on a 3 points dans le jiu-jitsu qui sont assez forts. On a la lutte, le judo, on a le dos au sol, donc quand le gars il fait de la garde, il recompose, il renverse, il prend des soumissions d'en bas, et on a les passages. Généralement, une violette, elle peut soit être moyenne partout, soit elle est bonne dans 2 ou 1 domaine. Généralement, on voit ça. Et donc en marron, il va commencer à se peaufiner. Moi, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Il faut en ceinture bleue être bon dos au sol,
et en passage, c'est important. Violette, on commence Attends, j'ai pas ma carte. On commence à. Donc en ceinture bleue, il faut être bon en passage de garde et il faut être bon en bas aussi quand on fait de la garde. Après en violette, il faut commencer à se perfectionner. Donc on se perfectionne dans ça et on peut toucher au 3e point, ce qui est la lutte par exemple. Et en marron, il faut commencer à se préparer pour la ceinture noire, il faut commencer à être bon partout. Il faut commencer à être super stratégique aussi. Et donc ça commence à élever le niveau. Les violettes maintenant, quand on les voit lutter, ils sont très agressifs, très forts. Mais comme Walid dit, parfois il manque de précision et c'est ce qui fait la différence avec une ceinture noire qui est vraiment posée, qui est vraiment... qui a l'œil en fait. L'expérience. Voilà, l'expérience et l'œil. Parce qu'on peut donner 5000 coups et pas toucher, l'autre il va en donner un et il va mettre le chaos. Donc en fait, si j'ai bien compris, une ceinture bleue, il doit juste s'améliorer sur le sol et avoir les basiques quoi. Après, parfois ils sont bons en lutte. Hein. Il y a des lutteurs, ils sont là, mais il faut absolument qu'ils cherchent à être plus dans leur zone de confort. C'est-à-dire qu'il faut travailler 2 points. Si un lutteur il se fait renverser, il est dos au sol, il faut qu'il puisse se relever, il faut qu'il puisse lui-même se remettre dans sa zone de confort. Parce que c'est comme en MMA. Il faut être bon en pied-point, il faut être bon en lutte et il faut être bon en jiu-jitsu. C'est à partir de pro, il faut être bon dans les 3. Ou alors il faut mettre en avant son point fort. Et là, en ceinture bleue, on voit beaucoup de ceintures bleues qui restent dans leur zone de confort aussi. À l'entraînement, il n'y a pas de souci, on peut faire des guerres, mais il faut se mettre dans la tête que on se prépare pour être meilleur. Pas pour être le meilleur de la salle et après prendre sa douche et finir et dire ouais, c'est moi qui ai gagné. Ça ne nous intéresse pas chez nous. On veut voir une évolution par rapport au temps. C'est-à-dire que si maintenant on te voit comme ça, on veut que tu évolues. Que tu deviennes bien meilleur, que tu deviennes une vraie ceinture noire et surtout une bonne ceinture noire, une bonne personne. C'est le plus important pour nous. C'est une belle motive. Et parce que là, je suis une ceinture blanche. T'as un petit conseil pour moi? Parce que franchement. Ceinture blanche, très simple. Ouais, c'est ceinture blanche, prends du plaisir et surtout entraîne-toi et essaye de. Tu t'entraînes chez Wim, hein, c'est ça? Et écoute ton professeur. Très bon professeur. Et voilà, c'est franchement, prends ton plaisir. Si tu peux faire quelques compétitions, 1 ou 2 avant la bleue, ça serait le top pour voir un peu ce qui va pas. Mais sinon, c'est vraiment le plaisir. Tu as encore tout le temps jusqu'à la noire. Donc, en fait, la ceinture blanche, c'est la ceinture de la survie. Il faut savoir juste survivre. Enfin, attaquer, tant mieux, mais protéger le col, pas se faire prendre le bras. Il faut essayer de développer tous ces sens de défense pour qu'en plus, en ceinture connaître un peu les positions. Attaquer, Pas obligé de les maîtriser parce que, bon, tu es encore blanche, mais savoir qu'elles existent, quoi. Bien sûr. Donc là, la défense plutôt, et en bleu, on va commencer à attaquer l'attaque. Parce que de toute façon, toi, là, pour l'instant, tu es en bas de la chaîne alimentaire. Après, on peut te dire que la meilleure défense, c'est l'attaque, tu vois. Bien sûr. Donc, tu vas... Ça dépend de chacun. Après, ça dépend. Moi, si tu me dis, moi, je te dirais d'abord perfectionner un peu ses défenses, voir un peu... apprendre vraiment la base. La base et les défenses, c'est sûr. La base, les défenses, vraiment. Tu peux toucher à tout et juste t'amuser. Tu dois juste t'amuser, venir à l'entraînement. Tu dis aujourd'hui, c'est parti, c'est un jeu. Te donner à fond, mais c'est un jeu. Allez, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Mais il faut pas que ça reste. Parce qu'on voit beaucoup de ceintures blanches avec Lego, parce que c'est le début. On remet une ceinture blanche et une couleur blanche. Parfois, j'entends des élèves dire ouais, je veux pas la mettre. Malheureusement, c'est comme ça. Nous, on a commencé en ceinture blanche. Je crois que même Rickson Gracie a commencé aussi en ceinture blanche. Donc, à partir d'un moment, quand on commence un art martial, il faut accepter toutes les contraintes. Et ouais, on recommence avec une nouvelle base, des nouveaux apprentissages, des nouveaux concepts. Donc on va être obligé de mettre cette ceinture blanche et l'apprécier. Au bout de 1 an et demi, 2 ans, voire 6 mois, ça dépend de chaque personne. Il y a des gens qui sont bleu en 6 mois. Tu vas passer bleu et là tu vas être content du travail accompli. Nous on l'a vu, on avait des élèves, ils avaient 0 talent. Ils étaient nuls. Ouais, on se regardait avec Walid, c'est vrai. On se disait, c'est pas possible. Et le mec, il a tryhard à fond. Il est venu, il a donné sa vie tous les jours, drill, il regardait les positions, il regardait YouTube. À la fin, c'est devenu un de nos meilleurs élèves. Donc franchement, comme je disais, plus tu passes du temps sur le tatami, plus tu t'améliores, il n'y a pas de secret. J'ai des exemples concrets et tout d'élèves. Si on fait le récapitulatif des présences, c'est parmi un des plus présents. Alors qu'au début, il n'avait pas un talent, il n'avait pas spécialement un talent, mais au final... on visait pas une pièce dessus. Vraiment... on visait pas 1 euro dessus. Ouais. Et au final, franchement, il devient vraiment bon. Ouais, ça a révélé en tout cas son vrai caractère. La personne, avant de la connaître, on savait que c'était une personne qui travaillait, qu'il était sympathique, qu'il écoutait tous les conseils.
Et vu que son caractère était positif, c'est quelqu'un qui allait de l'avant, ben dans son jiu-jitsu, ça s'est reflété. Ah. Les gens négatifs, généralement, dans les sports de combat, ça va jamais aller. Ils sont souvent très très seuls et à un moment donné, ils arrêtent. Tandis qu'il faut s'ouvrir, il faut être social et en même temps, il faut se mettre des limites dans le sens où on est là pour s'entraîner, mais il faut accepter tous les conseils de tout le monde, il faut essayer d'élargir son horizon. Ça, c'est le plus important. C'est une bonne conseil en fait. Et quand tu as reçu ta ceinture noire, parce que pour moi, honnêtement, c'est un rêve d'avoir mon ceinture noire. Regarde, regarde, je l'ai mis sur mon écran. Regardez les gars. Pour moi, c'est vraiment un rêve. Aussi, le titre de l'UC, parce que c'est vraiment mon rêve. Comment tu te sentais quand tu as reçu ta ceinture noire de Sierra Costa? C'était comment ça? Ouais, tu sens que c'est comme un diplôme, hein. Comme quand tu reçois un diplôme. Donc, c'est un accomplissement. Tu dis, bon, ben, enfin. Parce que je t'avoue que blanche, bleu, violet, tu y penses pas. Tu dis, ouais, ça va arriver. Je prends plaisir dans le journey, tu vois. Je prends plaisir, je réfléchis pas aux ceintures, tu vois. Parce que si tu réfléchis trop aux ceintures, ça va pas le faire. Tu vas vite lâcher parce que tu t'entraînes pas pour les bonnes raisons, tu vois. Et ça, j'ai des exemples et tout qui me disent, oui, je vais m'entraîner à fond, comme ça l'année prochaine, je prends la bleue. C'est pas bon. C'est vrai. Tu entraînes-toi à fond parce que tu as envie d'améliorer ton jiu-jitsu. Pas parce que tu veux dans un an avoir ta bleue. Ça va pas le faire parce que quand il fera beau, tu vas dire ah non, il fait beau aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller m'entraîner. Ça. Tandis que si jamais tu veux devenir meilleur, tu vas te dire ah ouais, aujourd'hui il faut que je m'entraîne, sinon j'ai loupé une séance, je veux pas avoir l'impression d'avoir progressé et tu vas te forcer à y aller. Donc faut vraiment s'entraîner pour les bonnes raisons. C'est ça qui va déterminer ta longévité dans le sport. Et après, ben, une fois que tu commences à être marron et tout, tu te dis ah ouais, c'est bientôt, la prochaine c'est la noire. Et tu y réfléchis, ça devient presque un objectif, mais pas en te disant ah ouais, il faut que je l'ai là le plus vite possible. Tu sais que tu vas l'avoir si tu continues, mais t'as hâte, tu t'imagines un peu le jour où tu vas l'avoir, et une fois que tu l'as, ben, faut l'assumer, il faut pas arrêter, hein, parce que ce serait bête d'arrêter après. Donc, faut pas arrêter. Moi, quand j'ai reçu ma ceinture noire, ben, je vais pas vous cacher, hein, j'étais très content. J'y croyais pas non plus au début, dans le sens quand j'ai commencé il y a 7 ans, quand j'ai reçu ma ceinture noire, je me suis pas dit ben, je serai ceinture noire. Il y a un jour un professeur qui m'a dit un truc très très vrai. On était, je crois, 50 sur le tatami. Et il a regardé les 50. Et lui, il était tout seul devant comme ça. Et il a dit quoi? Il a dit, dans ces 50-là, 10% seront ceinture bleue. Alors tout le monde s'est regardé comme ça, il s'est dit waouh. Et il dit, dans les 10 qui seront ceinture bleue, il y en a 4 qui seront violettes. Alors on s'est encore tous regardés, on s'est dit, ça fait moins en moins. Il a dit, après la violette, il y en aura 2 qui seront ceinture marron. Là, ça commence à devenir chaud. Après, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et dans tous ces 50-là, il y en aura un seul qui sera ceinture noire. Et ça, je ne l'ai jamais cru, jusqu'à ce que je puisse faire aussi mon chemin. Et je vois que tous les gens qui m'ont accompagné quasiment sont plus là. Quasiment. À part les Ouais, Walid. moi, personnellement, mon premier professeur, un jour, je me souviendrai ça toute ma vie, il est venu chez moi, il m'a dit, toi, tu seras jamais ceinture noire. Il m'a dit comme ça. T'as dit ça? Ouais, il m'a dit ça. Bah justement, je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, il était ceinture noire, hein. Il m'a dit, tu ne seras pas. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, tu sais, t'es encore jeune, donc j'étais jeune. Il y a la vie, il y a les copines, il y a le travail, il y a les études, tout ça. C'est trop de distractions qui vont faire que tu vas lâcher le jiu-jitsu et au final, sur la longévité, tu vas pas accrocher. Moi, ça m'a vraiment perturbé. Enfin, c'est pas que ça m'a pas blessé, hein, mais ça, j'ai pris ça un peu comme un challenge. Puis au final, il a eu tort. Il a eu tort. Il a tort. Et tout ça Parce que c'est vrai que toutes les personnes avec qui j'ai commencé aujourd'hui, elles sont plus là. Quasiment. en ceinture blanche, personne, ou peut-être peut-être pas comme ça de tête, personne n'a eu sa ceinture noire avec moi. Peut-être qu'ils l'auront un jour, mais aujourd'hui personne l'a eu. Ceinture il noire. avait pas tort, hein. Il avait pas tort quand il dit, ce qu'il voulait me dire plutôt, c'est que il y en a beaucoup qui l'ont pas. Quand tu commences, sache que faut pas croire que tu l'auras. T'as plus de chances de pas l'avoir que de l'avoir. Mais après, est-ce que tu l'auras, ça déterminera ta mentalité. Ceinture noire, je crois que quand j'ai reçu la ceinture noire, moi, je me suis pas dit, je suis ceinture noire, un bon petit post Instagram, des bons petits followers, ça va augmenter ma com. Non,
quand j'ai reçu la ceinture noire, je me suis dit là, franchement, c'est peut-être le moment où, sans parler du niveau, hein, de jiu-jitsu, de l'entraînement, c'est peut-être le moment où je dis mon professeur, là, il me donne une grosse responsabilité, c'est-à-dire que je suis son image et il est son image en Europe. C'est-à-dire que de nous deux va découler des élèves. Donc on peut leur donner des ceintures, on peut décider de choses, de virer quelqu'un, donc d'arrêter son apprentissage chez nous. C'est des choses qui peuvent perturber un être humain, ou alors qui peuvent justement l'aider. Donc on n'a pas un petit pouvoir, mais on a une façon de... Voilà, on a quelque chose. Parce que on reste des êtres humains, c'est une ceinture noire, c'est rien de... demain on peut la laisser au placard. Mais on peut aider des gens comme on peut ne pas les aider. Et là, on a une espèce de petite responsabilité. Et là, quand j'ai reçu ma ceinture noire à 24 ans, je me suis dit, enfin, c'est 24 ans, c'est jeune quand même. Je me suis dit, c'est maintenant que je commence à voir que tout le travail que j'ai fait, en fait, c'est peut-être pour remettre le flambeau à quelqu'un. Pas parce que, non, maintenant je suis ceinture noire, faut rien faire. Non, mais je vais peut-être moi aussi pouvoir former des gens qui seront de bonnes personnes, qui seront de bons combattants. Et c'est des gens-là, ils vont retransmettre valeur aussi. Et c'est ce qui m'a perturbé le plus. Et là, je me suis dit, la classe, quoi. On est ceinture noire, là, c'est la classe. Donc, J'aime regarder par rapport à ça, quoi, avec cette vue-là, parce que moi, dans ma tête, ceinture noire, j'ai vu l'avoir, ceinture bleue, je veux l'avoir. Mais comme tu me l'as dit là. non, c'est perturbant parce qu'on se dit, voilà, c'est comme un professeur de boxe. Il peut pas avoir des codes qui sont pas propres au sport. En tout cas, je le souhaite pas. Que personne n'ait un prof qui fasse n'importe quoi. Donc c'est maintenant, nous, on doit être exemplaire. En tant que ceinture noire, on doit être exemplaire. J'ai eu plusieurs problèmes sur le tatami, par exemple, des trucs parfois faciles à régler comme difficiles à régler. Donc des êtres humains qui se disputent. L'autre, il dit un truc A, l'autre, il dit quelque chose de B. Et là, t'as un gamin de 23 ans, 24 ans, il vient chez toi. C'est deux papas de 40 ans, tu dois régler avec eux. Tu dois parler, tu dois faire de la psychologie, tu dois comprendre, ils doivent se mettre dans ta position et tu dois te mettre dans leur position, mais eux deux, ils vont te prendre comme référent. C'est-à-dire que eux deux, ils vont entendre ce que toi tu vas dire. Et là, tu te dis franchement, ça dépasse l'aspect physique. C'est l'aspect psychologique. Tu vas commencer à parler avec les gens, ils vont t'accorder un peu plus d'importance. Ils vont se dire, ah ouais, c'est lui la ceinture noire. Tu vas leur montrer leur premier pas dans le sport. Donc c'est des choses qui... Ils vont pas t'oublier en fait. Si tu les aides et tu essaies d'être une bonne personne, ils vont jamais t'oublier. Et ça, c'est ce qu'on a compris avec Walid et le reste du groupe. C'est pour ça qu'on essaie toujours d'être amical avec les gens et surtout bien les recevoir. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous aidez les jeunes qui viennent de la rue, qui viennent chez vous, etc. C'est aussi comme ça que vous les aidez ou... Après, voilà, on a un rôle, on va dire, en tant que ceinture noire. On n'est pas... Et professeur aussi, parce que faut pas oublier, il y a ceinture noire, tu t'entraînes, tu rentres chez toi, et ceinture noire où tu donnes cours et tu as plus de responsabilités. Nous, en tant que ceinture noire et professeur, on a aussi un rôle, entre guillemets, où on doit être à l'écoute de nos élèves. C'est-à-dire que si un élève il vient nous parler sur le côté, oui, voilà, j'ai ci, ça comme problème, ou si on voit que, voilà, on n'essaie pas non plus de trop s'immiscer dans la vie des gens, mais voilà, on est toujours à l'écoute, on essaie un peu de conseiller des personnes avec qui... on a fait un bout de chemin ensemble, voir un peu les conseiller, pas que dans le jiu-jitsu, mais aussi voilà ça dépasse un peu le terrain spécifique au BJJ. Donc on essaie vraiment d'être aussi des références entre guillemets sociales. On essaye voilà, de faire notre boulot de leader comme il faut. Mais voilà, après... pour tout ce qui est section jeunes, on a des jeunes aussi une école de jeunes, Renaissance Kids, qui marche aussi bien. Ça jusqu'à 14 ans, je pense. Voilà, une histoire comme ça. Après 14 ans, ils sont en principe aptes à venir chez les adultes. À partir de 15 ans, on est vraiment ouvert à toute discussion. Moi, j'ai plusieurs fois des jeunes qui viennent me parler. Au début, c'est bizarre, hein, j'avais des petits enfants de 15, 14 ans, 13 ans qui venaient me parler, qui me disaient ouais Alan franchement, au début quand ils avaient commencé le sport, je me fais frapper à l'école, ça va pas, socialement ça va pas, avec mes parents ça va pas. Donc ils avaient des choses qui allaient pas dans leur vie. Moi je suis professeur, mais je reste quelqu'un aussi, voilà, j'ai 25 ans maintenant, je suis jeune, mais je suis mature. Mais je suis apte à les aider, dans le sens où ils vont plus se confier à moi, parce que...
parce qu'ils ont une bonne affinité. Ils me considèrent un peu comme le grand frère. Donc à partir de là, je vais les aider dans leur choix de vie. Enfin, si je peux me permettre, dans leur choix de vie, dans leur façon de se comporter avec les gens. Et généralement, quand eux m'écoutent, il y a un peu moins de problèmes. Et ils reviennent vers moi, ils me donnent des bons échos positifs. Parfois, je me suis trompé. Mais au moins, ça me donne aussi à moi une bonne leçon de vie. Et quand je vois les petits, par contre, qui se faisaient racketter à l'école et puis qui venaient chez moi, et puis c'est pas bien de le dire, mais c'est après eux qu'on appelait pour qu'ils protègent les autres. Après, je me dis, j'ai réussi ma mission quand même. Je me dis, le petit, il est venu de base, il savait pas se défendre. Puis grâce au jiu-jitsu, bah, voilà, il va faire une petite amenée au sol, il va faire un petit étranglement, l'histoire sera finie. Et... Attention, on n'est pas là aussi pour promouvoir de la violence. Non, bien sûr, mais non, bien sûr que non. Mal compris, bien sûr que non. Mais voilà. Mais on n'est pas là pour la violence. Mais à partir du moment où l'enfant reçoit des répercussions sociales de la part de ses parents, de la part de son environnement, que ce soit les élèves, ses amis, ça arrive. Hein. Des élèves, ils sont pas bien. Il y a des enfants qui sont pas bien, ils rentrent chez eux, ils pleurent. Ils viennent au cours du jiu-jitsu. Et c'est pour ça que je les invite à venir et à se dépenser. Que ce soit même en boxe, que ce soit même en jiu-jitsu, en lutte. Il y a pas, dans les sports de combat, il n'y a pas un physique. On peut être gros, on peut être mince, on peut être long, on peut être petit. Mais il faut être intelligent, savoir se contrôler. Et à partir de là, tout peut être bénéfique dans les sports de combat. C'est ça, les arts martiaux, ça t'apprend avant tout une discipline. Il y a un code de l'honneur, comme on dit, qui est presque commun à toutes les disciplines. Souvent, on remarque que les personnes qui pratiquent des arts martiaux, elles sont plus calmes dans la vie de tous les jours. Où c'est pas des bagarreurs, ils vont pas s'énerver pour un rien. C'est pas pour rien, c'est parce que sur le tatami, on t'apprend une certaine discipline à ne pas être nerveux, à savoir se contrôler, etc. Souvent, ceux qui ne font pas ce sport de combat, qui font rien, c'est les premiers à démarrer au quart de tour. Ouais, c'est très souvent le cas. Donc, c'est pour ça que, voilà, les arts martiaux en général, ça a un effet positif, pas seulement sur le corps humain, mais aussi au niveau Moi, je trouve du que comportement. c'est le meilleur sport. Tout ce qui est par rapport aux échanges ou quoi. Après, moi aussi, j'ai fait du football quand j'étais petit. C'est pas un sport qui est adapté pour moi. J'ai toujours préféré tout ce qui est sport de combat. Tout ce qui est boxe, grappling, jiu-jitsu, le MMA. C'est plus des choses qui me parlaient quand j'étais petit. Et maintenant, je vois les répercussions sur moi. Je trouve que c'est vraiment positif. Parce qu'on a des codes, on a des valeurs que les autres sports ont peut-être et que j'ai pas eu la chance moi-même de découvrir, mais je suis content avec celles que je connais. On essaie en tout cas de remettre ça aussi à tout le monde. Mais par le DJB, parce que ça vous a pris le discipline, le respect et tout. Parce que moi aussi, la boxe live, ça m'a vraiment changé. Donc quand j'étais jeune, moi aussi, en tant qu'enfant, donc j'avais 10 ans, 11 ans, tu m'as insulté, je devenais un truc agressif, j'allais te taper. Dès que je commençais la boxe live, ça a diminué, vraiment, ça a vraiment diminué. Mais par le DJB, parce que dès que moi j'ai commencé le DJB, là, mon ego de boxe live a été vraiment, on l'a détruit. Parce que là, c'était la première fois qu'ils m'ont trianglé, qu'ils m'ont mis à armbar, triangle choke, rear naked choke. Si vous faites de la boxe taille, est-ce que vous aussi vous voyez vraiment une différence ou est-ce que c'est pareil, le discipline? Pour moi, le jiu-jitsu, c'est de la boxe taille en kimono. Dans le sens où en jiu-jitsu, c'est un sport où on arrive, il y a moins de codes qu'au judo ou qu'au kung-fu, mais c'est la même discipline. On voit des gens qui viennent de quartier, de la rue, ou alors des gens qui sont justement bien intégrés dans la société, ils viennent tous chez nous. Et quand je regarde par rapport au cours de boxe taille, par exemple, quand je vais chez mon cousin Valon, on sent la même énergie. C'est pas quelque chose de néfaste, ou c'est une bonne énergie. Mais il faut que la personne qui vient aussi se prête à ça. C'est-à-dire que la personne qui vient au cours, elle doit pas être réfractaire, elle doit pas avoir son ego sur le tatami. C'est pour ça que nous on dit toujours, si t'as de l'ego, mets-le en dehors de la salle. Sinon, ça va être impossible de travailler entre nous. Si maintenant je vais en boxe taille et je me dis, moi, je ne veux pas ramasser de coups aujourd'hui. On commence les sparring, je ramasse gauche-droite, je me couche par terre. J'ai deux choix. Soit je me relève, je me dis, je me suis ramassé un KO. Je me relève, je continue sportivement. Soit je prends mes gants et je sors. Il y aura deux choix chez la personne. Et nous, c'est la même chose en jiu-jitsu. Tu te ramasses une armbar, un étranglement, tu t'es fait battre. C'est un entraînement. La personne avec toi, elle te veut pas de mal. C'est un entraînement. Soit tu continues et vous refaites ça sportivement, soit tu prends tes affaires et tu sors.
C'est ça notre chose. Il faut aussi savoir que quand tu viens d'un autre art martial pour faire un autre art martial, tu sais, et que tu es déjà, par exemple, quand tu es déjà avancé, par exemple dans le jiu-jitsu brésilien, tu es ceinture noire et que tu veux faire de la Muay Thai, et que tu commences de la Muay Thai, tu sais que tu vas commencer ceinture blanche. Et tu vois que tu vas tout réapprendre depuis le début. Donc, tu es au courant que tu vas galérer, tu vas te prendre des mauvais coups, tu vas souffrir au début. Mais ça fait partie du processus. Et après, au fur et à mesure du temps, tu vas t'améliorer et tu vas progresser. Donc, ton ego, déjà, tu es parti avec l'optique de déjà le mettre de côté. Donc, c'est déjà un point positif. Et après, avec le temps, voilà, tu vas avoir plus confiance en toi parce que tu vas savoir plus esquiver les coups, plus en remettre. Et avec ça, tu vas plus facilement progresser que si tu n'as fait aucun art martial et que tu commences et que tu dis ouais, mais de toute façon, moi, je suis le plus fort, j'ai déjà tapé 2-3 bastons dans la rue, ça s'est bien passé. Mais les gars aussi, ils s'entraînent et quand ils vont te donner gauche-droite, oh, comment ça se fait, ça marche pas et tout. Tu vois, tu vas être plus blessé dans ton ego que si jamais tu n'avais jamais rien fait. Ça, c'est vrai. Wow. Non, mais là, tu m'as dit quelque chose parce que je me rappelle la première fois que je viens de le dire avec mon ego, la première fois où j'ai dit lui. Mais là, je réfléchis, je vois vraiment des gens dans mon équipe, à la salle, qui viennent pour dire ouais, moi je vais taper les gens, moi je suis là pour me prouver. Ils se font taper et ne reviennent plus jamais. C'est vrai. Nous, généralement, ça c'est un truc que tu me dis, il est important. Généralement, un élève, la première fois qu'il vient, je veux l'accueillir amicalement, mais je ne vais pas trop lui accorder d'importance. Je ne vais pas penser à l'élève, il paye son mois, c'est 50 €, donc je ne vais pas être dans ce côté marketing. Moi, en tout cas, je ne suis pas comme ça et je pense qu'au Ligue non plus. Je vais penser plutôt à l'humain. Donc, on va le mettre une première épreuve. On ne va pas lui faire trop d'attention. Et là, il va commencer les sparring. On va un peu le regarder, mais sans qu'il sache. On va voir s'il va se faire battre ou pas. L'entraînement pour lui sera dur, la première fois sera dur, sera pas évident. Je vais lui dire au revoir à la prochaine fois. Si je sais qu'il revient la prochaine fois, pendant 1 mois, je sais que cette personne-là, à 90%, elle va rester au moins pendant 1 an, 2 ans, elle va faire du bon travail avec nous, parce qu'elle aura accepté. Elle aura mis son ego de côté, elle sera dit... Tu sais directement voilà, voir exactement. en quelques semaines si la personne, si elle va continuer ou pas. Tu sais le voir ça assez rapidement. Ça se capte très vite. Ça se sent. Avec l'expérience qu'on a eue, on a vu tellement de gens défiler, commencer, dire ah ouais, moi t'inquiète, moi je fais toutes les compétitions. Un mois plus tard, tous les mois, il y a des gens qui viennent nous dire voilà, on va faire ça, c'est normal. on va faire ça. Et moi, on leur dit tout le temps la même chose. On en a vu des gens défiler et avec l'expérience, on sait voilà, que 75%, voire plus, n'auront pas leur bleu, c'est vrai. Et voilà, après nous, on voit plein de gens. On demande qu'à être qui nous donne tort. Donc à ce qui continue. Mais après, voilà, c'est pas souvent le cas. Nous, on voit tout le temps la même chose. On voit des gens, ils nous disent il faut m'aider, il faut faire ça, il faut faire ci. Moi, je trouve qu'une personne, avant qu'on l'aide, il faut qu'elle s'aide elle-même. Avant que nous, on puisse mettre notre grain de sel, Walid et moi, il faut que la personne elle puisse venir au cours, être disponible, respecter la discipline, c'est-à-dire que tous les thèmes, tous les codes qu'on a abordés avec Walid maintenant pendant 1 heure, et elle puisse respecter tout ça. À partir de là, tu t'es en train de t'aider, nous on va t'aider. Une personne qui vient pas et qui m'envoie des messages, par exemple, parfois c'est mes meilleurs amis, je serai là, je fais ça, je fais ci. Moi, avec toute la volonté du monde, je peux pas l'aider. Et parfois c'est ce qui manque aux sportifs. C'est pas tout le temps la faute des autres ou la faute d'un. Faut d'abord se remettre soi en question. Est-ce que je peux venir? Est-ce que je peux refaire ça? Oui ou non? À partir de là, le schéma il est vite mis en place et après on voit qui va vraiment rester. Là, tu me dis quelque chose. Mais en fait, avec les combats, parce que c'est ça vraiment ce que je voulais savoir. Les combats, toi, t'es champion du monde. Toi, je sais pas, t'es champion du monde aussi ou... J'ai fait un 3e au World Newaza. Nous, en fait, on est champion du monde Newaza. Donc moi, JJIF. Jiu-Jitsu Donc ça veut dire que c'est la fédération de judo qui va peut-être partir aux Jeux Olympiques. Et donc c'est la partie au sol. Donc il y a beaucoup de gens du Jiu-Jitsu en Europe et ailleurs, en Asie et tout ça, qui viennent dans cette fédération. Et c'est là où on combattait. Maintenant, on a fait d'autres choses, donc IBJF et UAEJF, d'autres fédérations. Et c'était comment d'avoir gagné le championnat du monde? Et écoute, ça remonte il y a 3 ans maintenant. C'était en 2016, donc c'était vers novembre, je crois.
dans 3-4 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne m'attendais pas à ça. J'ai fait une préparation avec Walid au Brésil. Donc, on s'entraînait tous les jours. Et puis après, j'ai remis les pieds à Bruxelles après 1 mois et demi. C'était un camp qui était assez difficile. Il nous a beaucoup appris sur nous-mêmes et les capacités qu'on pouvait avoir. Et franchement, je suis vraiment reconnaissant pour ça. Et quand je suis arrivé pour les championnats, donc là, j'ai vu une nouvelle personne dans le sens où j'avais plus le sentiment de venir et prouver aux autres. Par exemple, quand j'allais, je montais sur le tatami, je me disais plus, je vais le faire pour lui et je vais le faire pour lui. Non, quand je combattais, c'était pour moi. Et ça m'avait changé au Brésil. Parce qu'au Brésil, personne ne te regarde. C'est toi et toi-même. Si tu es nul et tu veux être nul, tu vas rester nul. Par contre, si tu veux être fort, entraîne-toi avec les forts et tu dois te casser la gueule tous les jours. C'est pas parce que, par exemple, il y a 3 champions du monde, par exemple, même en boxe. Ah, il y a Rico Verhoeven dans ma salle. Bien sûr, il y a Rico Verhoeven dans ma salle, mais c'est pour ça qu'il y a Rico que moi je vais être fort comme Rico. Tu vois? C'est pas pour ça que des champions sont assis comme ça à côté de toi que toi aussi t'es champion. Mais tu dois t'entraîner avec eux, tu dois t'entraîner comme eux, tu dois être surtout apte à prendre tous les conseils qu'ils te donnent. Et quand je suis parti en Pologne, j'ai fait au moins 5-6 combats, je crois, et à la fin, voilà, j'étais content quand même. Ça m'a fait vraiment plaisir. 20 combats. 6 combats, j'ai fait. Ah, 6 combats. 20, c'était un peu beaucoup. J'ai pas, j'étais choqué. Et toi, c'était quoi l'expérience la plus folle que tu as eue dans le JJB? Au niveau des compétitions, tu veux dire? En général, dans ton carrière ici. Bah écoute, moi si on devrait prendre... Il y a un moment qui me marque un peu au niveau des compétitions. Donc, c'était une compétition que j'avais fait... je venais de prendre ma violette. Donc j'étais passé de bleu à violette. Je venais de prendre ma violette. Et j'avais été pendant 2 semaines m'entraîner à Unity, chez Murilo Santana à New York. Avec les frères Miao, etc. Et sur le moment même, j'avais dit, ouais, je vais essayer l'Open de New York, BJJF. Donc j'avais 2 semaines de violette, chose comme ça. Et voilà, donc j'avais fait cette compétition. J'attendais rien de spécial parce que c'était ma première compétition en violette. Et voilà, j'étais violette depuis 1 semaine ou 2 peut-être, je sais plus. Et après, finalement, j'ai su décrocher une 2e place, une KT assez remplie, donc plus de 30-35 personnes. Donc voilà, après, c'est clair que j'étais fier de moi parce que je m'y attendais. J'étais confiant dans mes capacités, mais voilà, après, tu sais, beaucoup de choses peuvent arriver et au final, bon, ben, ça l'a fait. Mais donc voilà, ça c'était vraiment. Et surtout que c'était ma première compétition, on va dire, aux États-Unis, parce qu'on a une image vraiment des États-Unis où le niveau il est beaucoup meilleur, etc. Et je me disais, ouais, je me demande vraiment comment c'était. En Europe, j'avais déjà fait beaucoup de compétitions en Europe, mais aux États-Unis, là, j'avais été, et franchement, à l'Open de New York, ça s'est bien passé. Et c'est vraiment c'est pas mon plus gros titre, mais c'est vraiment l'expérience qui m'a le plus marqué, je dirais. Mais on a tous des combats ou des moments dans nos têtes. C'est pas nécessairement les plus gros titres, les plus grosses victoires, mais c'est des choses qui te révèlent un peu des choses sur toi-même. Donc, Et juste pour terminer, un dernier petit conseil pour ceux qui veulent commencer ou qui ont un petit objet dans leur vie qu'ils veulent atteindre, tu leur donnerais quoi comme conseil? Objectif dans la vie, n'importe lequel? N'importe lequel. Écoutez les gars, c'est maintenant que vous avez vu le podcast, vous avez compris comment nous on a commencé. Je pense que si tu veux avoir quelque chose dans la vie, il faut avoir de l'audace, il faut être créatif et il faut surtout pas avoir peur. Avoir peur et avoir peur de la vie des gens. Si tu aimes bien faire quelque chose, fais-le. Fais-le, regarde que toi. Si tu te plantes, au moins toi tu vas te planter tout seul. Et ce sera une bonne leçon de vie. Mais si tu tentes jamais, tu seras jamais. Comme on dit chez nous à Renaissance, on dit soit on a l'épée en main et on combat, soit on meurt avec sa propre épée. Donc ça veut dire qu'il faut tenter. Si vous n'avez pas le cran de tenter, il ne faut pas être jaloux alors des succès des autres. Eux, ils auront tenté. C'est le seul conseil que je peux donner. Et toi? moi, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de suivre sa passion. Donc, s'il y a quelque chose que tu aimes faire, que ce soit du jiu-jitsu brésilien, que de la boxe ou de la danse, ce que tu veux, fais-le à fond. N'hésite pas, c'est vraiment à fond, fais-le. Et oser, surtout oser faire, oser tenter se lancer, oser s'investir dans quelque chose qui nous plaît vraiment. Donc,
vraiment prendre énormément de plaisir. C'est ça, c'est lié. Le succès est lié à la prise de plaisir. Si tu prends du plaisir, tôt ou tard, ça va payer. Si tu fais quelque chose parce que tu n'en as pas trop envie, mais juste par obligation, un jour ou l'autre, tu seras dégoûté, tu vas lâcher. Donc, vraiment, prends du plaisir, ose et investis-toi. Donc la famille, tu l'as entendu. Allez les follow, Alain Tikou, Walid, on va le mettre sur notre Instagram bientôt. Allez la famille, ciao. Ciao.